Dans cet épisode, l'affaire Natacha Hamaoui. Pour ce podcast inédit, direction le Loiret, non loin de Montargis. C'est là qu'en juillet 2018, Natacha Hamaoui, 39 ans, disparaît du jour au lendemain, sans laisser de traces. Certes, cette mère de famille avait décidé de prendre un peu l'air après une période stressante, mais de là à laisser ses 6 enfants sans nouvelles pendant des semaines, c'est incompréhensible. Alors, qu'est-il arrivé à Natacha ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter au début de l'année 2018 à Montargis, à une centaine de kilomètres au sud de Paris. Cette ville moyenne compte environ 50 000 habitants. Montargis, c'est une petite ville de province, à 1 heure de Paris. Samia Razoul, avocate des parties civiles. Ça fait partie de la sous-préfecture du Loiret. Une petite ville moyenne de province, plutôt agréable, surnommée la Venise du Gâtinais. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Vous avez effectivement le canal qui circule dans cette ville, donc c'est une ville plutôt sympathique, on va dire. C'est à proximité de Montargis que se trouve la commune de Château-Renard. Une localité beaucoup plus modeste, posée au beau milieu de la campagne. Château-Renard est à une vingtaine de minutes de Montargis. Virginie Selvetti, journaliste. C'est un petit village qui est surplombé par un château fortifié. Très peu d'habitants, environ 2000. Mais il y a encore des commerces qui existent, il y a aussi une petite école. On est dans un secteur rural avec les problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui en France dans ce genre de campagne. C'est ici que réside Natacha Hamaoui. Cette mère de famille, âgée de 39 ans, habite une maison toute proche du centre de Château-Renard. Natacha Hamaoui, elle vit dans ce village depuis déjà pas mal d'années. Elle vit avec son compagnon de l'époque, sachant qu'elle est maman de 6 enfants issus de 4 pères différents. Elle vit avec 5 de ses 6 enfants, puisque l'aîné a quitté le domicile familial. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. Son aîné a 20 ans et la plus jeune de ses enfants, une petite fille, a 11 mois. Natacha Hamaoui assume quasiment seule l'éducation de ses 6 enfants. Et il n'est pas question pour elle qu'il manque de quoi que ce soit. Ça fait quelques années qu'elle a des soucis de santé, notamment des problèmes de dos, qui font que pour elle, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un emploi stable en CDI. Donc elle fait pas mal d'extras, notamment dans la restauration. Florence et Harry sont la sœur et le frère de Natacha Hamaoui. L'un et l'autre se souviennent d'elle avec beaucoup d'émotion. C'est un brin de femme pas bien épais, pas bien grand. Harry Hamaoui, frère de Natacha. 1m50 avec 45 kilos, toute mouillée, je pense. Des longs cheveux, un nez assez aquilin comme le mien. Elle s'était coupée récemment les cheveux courts aux épaules. Florence Hamaoui, sœur de Natacha. Elle a les cheveux noirs, elle se fait des teintures noires, elle prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est hyper féminine. En plus de son charme naturel, Natacha est également dotée d'un tempérament à toute épreuve. Thomas, son fils, et Mélanie, sa belle-fille, en savent quelque chose. C'est une femme battante qui se laissait pas marcher dessus, mais à la fois, elle avait le cœur sur la main. C'était une femme très aimante. Thomas Bonavo, fils de Natacha. Elle était toujours présente pour donner la main. Mais ouais, elle se laissait pas faire. Je prenais beaucoup exemple sur elle par rapport à toute la force qu'elle pouvait avoir et qu'elle pouvait donner. Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Mais vraiment pour ses enfants, c'était vraiment incroyable. Elle était vraiment incroyable. Si Natacha a eu autant d'enfants, si elle se montre aussi protectrice,
c'est à cause de son histoire personnelle. Abandonnée à l'âge de 3 mois, elle a été recueillie et élevée par Claudine, sa mère adoptive, avant de devenir maman à son tour. C'était une mère très attentive sur ses enfants. Claudine Maurice, mère de Natacha. Elle était aussi autoritaire avec les enfants. Pour cause, quand on a une famille nombreuse, il faut avoir une certaine autorité pour faire tourner la maison. Ainsi s'écoule en 2018 l'existence paisible de Natacha. Une activité de bénévolat qu'elle adore, ses 6 enfants qui la comblent de bonheur et des relations apaisées avec ses anciens concubins. Elle a toujours fait en sorte que la garde se passe bien, que l'entente se passe bien et que l'entente soit aussi entre les parents et évidemment le relationnel avec l'enfant. Elle a toujours mis un point d'honneur à ça. Nicolas Bachelin est le dernier compagnon en date de Natacha. Entre eux, une relation d'amitié très ancienne qui remonte à l'adolescence, jusqu'à ce grand coup de foudre 2 ans auparavant. On s'est retrouvés en 2016, au mois d'août 2016, et on s'est mis ensemble au mois de novembre. Nicolas Bachelin, compagnon de Natacha. Pas longtemps après, elle est tombée enceinte. Moi, je lui avais dit, si c'est une fille, je t'épouse. Moi, c'était ça, parce que j'ai toujours voulu une fille, et c'était une fille. Voilà. Et c'était le bonheur. Natacha et Nicolas seront bientôt unis par les liens du mariage. En attendant, ils profitent de leur quotidien heureux de famille recomposée. Jusqu'à l'été 2018. À cette époque, en effet, des tensions apparaissent au sein du couple. En cause, le projet de rénovation d'une grande maison. Natacha rêve d'un endroit où ses enfants pourront vivre ensemble et se retrouver. Un chantier démesuré pour Nicolas. Mais j'avais pas la même volonté qu'elle parce qu'en fait les travaux étaient trop énormes. Et Natacha en fait a été trop pressée. Et ça, je pense que ça a cassé beaucoup de choses, cette maison-là. Quand je vois l'amplitude des travaux, aussi bien dans l'aspect financier et moyens humains pour le faire, c'était démesuré. Des travaux à non plus finir, un gouffre financier en perspective, des disputes incessantes. Face à l'ampleur du projet, Natacha craque. Et au début du mois de juillet, elle prend une décision radicale. Natacha Amaoui écrit à ses enfants et aussi à son compagnon actuel pour dire que voilà, à un moment donné, il y a entre guillemets un petit ras-le-bol de ce qui se passe dans cette maisonnée où elle a l'impression de tout porter sur ses épaules et elle aimerait que chacun se responsabilise. C'est un ras-le-bol, c'est une femme en détresse. On sent que la flamme elle est en train de s'étouffer quoi, et qu'elle a besoin de soutien. Dans cette lettre manuscrite, envoyée à tous les siens, Natacha fait une mise au point. Elle n'en peut plus, écrit-elle noir sur blanc, de porter toute seule ce projet de rénovation. Elle prévient qu'elle va partir en vacances. Elle va dire, voilà, j'ai pris quelques jours pour pouvoir me ressourcer, en fait. Et de lever le pied, elle a évoqué l'Espagne, en l'occurrence, donc d'aller prendre du bon temps en Espagne. D'ailleurs, Natacha Amaoui a pris soin de prévenir tout le monde. La date de son départ est fixée au 7 juillet 2018. Le jour du départ, Natacha prépare sa valise. Une valise d'été avec des vêtements, un short, un maillot de bain. Elle a préparé évidemment la garde de la dernière, la petite, qui sera gardée par sa belle-fille qui vient la chercher. Vers 17h, Natacha Amaoui plie bagages et quitte la maison. Alors elle quitte la maison, la boule au ventre parce que c'est la première fois qu'elle laisse ses enfants, mais elle leur explique que ce départ est nécessaire et qu'elle reviendra en pleine forme. Elle a besoin de cela pour réunifier la famille. Natacha n'a rien laissé au hasard. Elle quitte son domicile avec la voiture familiale. Mais elle s'est arrangée avec Nicolas, son compagnon, pour qu'il vienne la récupérer.
Natacha demande à son compagnon de venir chercher son véhicule qu'elle laissera à la Selle-en-Hermois sur le parking de l'église. Il y a quelqu'un qui va l'emmener ensuite à la gare de Montargis pour prendre le train et c'est comme ça qu'elle partira ensuite en vacances en Espagne. Le 7 juillet, vers 20h, comme convenu, Nicolas arrive donc à La Selle-en-Hermois, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de leur domicile. Nicolas doit simplement venir chercher le véhicule laissé sur place par sa compagne. Et là, première surprise. Je devais la récupérer place de l'église, logiquement, et quand je suis arrivé, pas de voiture. Donc j'étais voir l'épicier, je lui ai demandé s'il avait vu Natacha, il m'a dit non. Il se dit, c'est bizarre, bon. Donc il rentre chez lui à Château-Renard et il dit bah non, j'ai pas trouvé la voiture. Et là, l'inquiétude évidemment a grandi encore plus. Nicolas, le compagnon de Natacha, ne le sait pas encore, mais cette angoisse qui monte d'heure en heure, inexorablement, n'est pas près de retomber. C'est impossible, elle pourrait pas rester sans téléphone. Alors, pourquoi Natacha laisse-t-elle ses proches sans nouvelles? Pour le savoir, il décide de passer en revue les réseaux sociaux qu'elle utilise très souvent. Natacha elle a l'habitude de passer beaucoup de temps au téléphone, d'être très présente sur Facebook. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. De poster énormément de photos en permanence, c'est-à-dire tous les jours. Là, pour un voyage en Espagne... Virginie Selvetti, journaliste. Il est très étonnant pour les enfants qu'elle ne raconte pas et qu'elle ne se raconte pas sur les réseaux. Aucune photo de vacances, aucun message sur les réseaux sociaux et son portable qui ne répond toujours pas. Le 13 juillet 2018, après une semaine de silence, la famille se retrouve impuissante. L'un des enfants de Natacha Maoui, Brian, se rend à la gendarmerie de Château-Renard puisque cela fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur maman et qu'ils sont plus qu'inquiets. Il dit que ma mère elle a disparu, que c'est assez inquiétant et qu'elle a laissé une lettre. Et eux répondent gentiment que elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle est majeure et si elle a laissé une lettre, c'est tout simplement qu'elle veut prendre l'air ou peut-être pas revenir en fait. Et si Natacha avait disparu volontairement? La gendarmerie en est convaincue, surtout vu le contenu de cette fameuse lettre où elle annonce se rendre en Espagne. Une semaine plus tard, l'une des sœurs de Natacha relance les forces de l'ordre. Elle leur dit, ça fait maintenant 16 ou 17 jours que ma sœur est partie, alors que, en fait, elle a bien écrit qu'elle est partie qu'une semaine. On est à 15 jours, on n'a toujours pas de nouvelles. Plus les jours se passent, évidemment, plus on se dit c'est quand même bizarre. Donc là, effectivement, au bout d'un moment, les gendarmes vont se dire oui, la disparition, elle est plus qu'inquiétante. La pression de la famille finit par porter ses fruits. Des premières recherches sont ordonnées à Château-Renard et dans ses environs, sans aucun résultat. Les autorités vont déclencher un appel à témoins qui va être relayé dans les médias. Sarah Bourletias, journaliste à La République du Centre. Avec notamment la tenue vestimentaire qu'elle portait, une photo de Natacha. En général, lorsqu'il y a ce genre d'appel à témoins pour des disparitions inquiétantes, soit ce sont des personnes très jeunes, soit au contraire des personnes très âgées dont on sait qu'elles peuvent avoir des problèmes d'orientation, des problèmes Alzheimer. Là, on est sur une femme qui a 39 ans. Ça dénote un petit peu. Une mère de famille qui disparaît du jour au lendemain sans plus jamais donner de nouvelles. Pour les gendarmes, il faut absolument essayer d'en savoir davantage. Ils vont notamment s'intéresser au mouvement bancaire des comptes de Natacha pour voir effectivement si elle a procédé à des retraits, si elle a payé à l'aide de sa carte bancaire. Et là, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, depuis le 7 juillet, il n'y a pas de mouvement sur les comptes bancaires de Natacha. Les gendarmes étudient également la téléphonie. Son téléphone portable a borné la Selle-en-Hermois et il a cessé d'émettre aux alentours de 17h30.
Aucun mouvement bancaire et ce téléphone qui a cessé d'émettre depuis le jour de son départ. Du côté des enquêteurs, voilà qui commence à faire beaucoup. Natacha a-t-elle vraiment quitté la région de Montargis pour aller en Espagne ? Que s'est-il passé ? Et surtout, où est-elle ? Mais après 3 semaines sans l'ombre d'une piste, tout s'accélère enfin. Les gendarmes vont finalement se présenter au domicile de Natacha à Château-Renard, où se trouvent ses enfants, pour dire que le véhicule de Natacha est bien retrouvé stationné ailleurs et surtout en stationnement gênant. Cette voiture mal stationnée à la Salle-en-Hermois inquiète au plus haut point les proches, puisque le 7 juillet, Natacha Maoui devait laisser sa voiture sur le parking de l'église de la Salle-en-Hermois. Et il n'a jamais été question de laisser la voiture mal garée sur une départementale de ce village. Pourquoi la voiture est-elle stationnée à cet endroit ? Le véhicule, qui semble avoir été abandonné sur place, est aussitôt passé au peigne fin par les gendarmes. Et dans la voiture qui a été retrouvée justement au bord du sous-bois, il n'y a pas la valise de ma sœur. Harry Amaoui, frère de Natacha. Il n'y a pas son sac à main, il n'y a pas ses affaires personnelles, il n'y a pas un foulard, une paire de lunettes de soleil parce qu'on va en Espagne. Il y a des analyses qui sont faites. On retrouve un certain nombre de traces de la plupart des membres de la famille de Natacha. Mais il n'y a aucune trace de sang, par exemple, de découverte. Aucun indice, pas de bagages ni d'effets personnels et pas la moindre trace de sang. Au final, cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Malheureusement, les enquêteurs ne disposent à ce stade que d'un seul élément concret, cette lettre manuscrite à ses proches, rédigée par Natacha la veille de son départ. Alors, ils décident de les interroger. Natacha Maoui, dans la lettre qu'elle laisse avant le jour de son départ, dit qu'elle va en Espagne. Samia Razoul, avocate des parties civiles. Mais d'autres témoins indiquent qu'elle avait parlé d'un projet en Bretagne. Le fait que Natacha Maoui livre des versions différentes replace les enquêteurs sur la piste d'une disparition volontaire. À ce moment-là, la priorité pour les enquêteurs est de comprendre pourquoi la mère de famille aurait voulu partir volontairement et surtout, où a-t-elle pu se rendre ? Voyage en Espagne ou en Bretagne ? Aurait-elle volontairement brouillé les pistes afin de demeurer introuvable ? Ou bien sa disparition cacherait-elle quelque chose de beaucoup plus inquiétant ? Pour nous, on le sait, qu'elle en avait marre, qu'elle était fatiguée. Mais à aucun moment, elle serait partie. Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Le jour où elle est partie, elle m'a dit « Je pourrais pas partir plus de 4 jours. Loin de mes bébés, c'est pas possible. » Comment on peut imaginer un seul instant que cette femme qui a été abandonnée par sa mère... Claudine Maurice, mère de Natacha. Comment on peut s'imaginer qu'elle pourrait abandonner ses enfants ? Mais non, ça n'existe pas. C'est pas dans l'équation. Parmi les gendarmes aussi, le doute commence sérieusement à s'installer. Tandis que les semaines défilent, la famille de Natacha attend désespérément un signe de vie. À partir du moment où on n'a pas de nouvelles de quelqu'un qu'on aime, et qu'on sait être constamment joignable, on imagine toujours le pire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau. On marche par hantise. Et on a juste peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Quelque chose de grave. Quand elle passait le pas de la porte de la maison, la première chose qu'elle faisait, c'est de nous serrer dans ses bras. Et de nous serrer tellement fort que j'avais mal. Florence Amaoui, sœur de Natacha. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour moi, je me dis, il y a un truc. Voilà. Une maman qui se volatilise brutalement, une famille au supplice,
et des enquêteurs qui sont dans une impasse. Alors où se trouve Natacha Amaoui? Et parviendront-ils à percer les mystères qui entourent sa disparition? Mi-octobre 2018. Alors que l'on est sans nouvelles de Natacha depuis plus de 3 mois, un appel à la gendarmerie locale donne un brusque coup d'accélérateur à cette affaire. En octobre 2018, on est à l'automne, ça veut dire que la chasse est rouverte. Et à la Selle en Hermois, il y a des terrains de chasse privés. Et il y a un chasseur qui va découvrir un corps. Un corps en état de décomposition très avancée. Donc ce monsieur prévient les forces de l'ordre qui se déplacent et qui, assez rapidement, vont faire le rapprochement avec la disparition de Natacha Amaoui. Les enquêteurs ne s'y attendaient pas. Ils se souviennent en effet que la voiture de Natacha a été retrouvée mal garée, et pas n'importe où, sur le territoire de la commune de la Selle en Hermois. Ils procèdent aussitôt aux premières constatations sur le cadavre. Il n'a aucun vêtement sur lui, il est sur le dos, les bras sont au niveau de la tête, il est dénudé. Ce qui interpelle également les gendarmes, c'est le fait qu'il n'y ait aucun effet personnel. Il n'y a pas de sac à main, il n'y a pas de téléphone portable. Tout ce qu'une personne pourrait avoir laissé derrière elle si tant est qu'elle ait attenté elle-même à ses jours ou qu'elle ait pu être victime d'un malaise, et tout ça, effectivement, on ne le retrouve pas. Aucun indice, aucun élément qui permette d'identifier la victime avec certitude. Mais les enquêteurs savent d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Ce qui interpelle directement les gendarmes, c'est que le corps est dissimulé sous des branches. 11 branches, dont 4 sciées très nettement, recouvrent le corps. Virginie Selvetti, journaliste. Il s'agit à l'évidence d'une intervention humaine. Pourquoi? Qui a déposé ces branches sur le corps en décomposition? Et quand? Que s'est-il passé? La piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute. Quant à l'ADN, il est formel. Il s'agit bien du corps de Natacha Amaoui. Une autopsie est aussitôt ordonnée. À ce moment-là, l'enquête bascule. On passe d'une disparition inquiétante à une enquête pour homicide. Elle a été retrouvée nue sous des branches. Psychologiquement, ce n'est pas possible. Thomas Bonavo, fils de Natacha. Enfin, le sentiment que moi j'ai eu, c'est ça, j'étais beaucoup, je le suis encore aujourd'hui, je suis beaucoup en colère. Le jour où j'ai appris qu'on avait retrouvé son corps, j'ai été vidé. Comme si on m'avait pris une partie de moi et qu'on m'avait... et que je savais que ça allait arriver. Harry Amaoui, frère de Natacha. C'est comme une certitude que j'avais enfouie au fond de moi depuis très longtemps. Une famille anéantie par le chagrin, une tragédie qui ne laisse pas moins de 6 orphelins. Après presque 4 mois passés dans la nature, le corps de la victime est méconnaissable. L'un des problèmes majeurs de cette enquête, c'est l'état de dégradation avancée du corps et cette autopsie qui ne va pas permettre de déterminer les causes du décès. Sarah Bourletias, journaliste à La République du Centre. L'autopsie ne permet pas non plus de déterminer s'il y a eu ou pas des violences sexuelles. On ne trouve pas de traces de fractures, par exemple, sur les os, donc on ne sait pas s'il y a eu des coups de portée. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Il y a tellement peu d'organes qu'on n'arrive pas non plus à déterminer s'il y a des plaies qu'aurait laissé par exemple un couteau. C'est une autopsie extrêmement impuissante à déterminer ce qu'il a pu se dérouler. C'est maintenant la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans qui est chargée de la suite des investigations. Pourtant, l'enquête s'avère toujours aussi difficile. L'enquête patine en un certain sens, puisque effectivement, on n'arrive pas du premier coup à savoir ce qui a pu se passer.
Le seul élément qu'ils aient, c'est le fait que des branchages recouvrent le corps. Il n'y a aucune trace ADN qui a été retrouvée ni dans la voiture ni sur le corps de Natacha Amaoui. Et on ne sait pas de quoi Natacha Amaoui est décédée. Alors que les expertises de police scientifique ne donnent rien, ces enquêteurs chevronnés reprennent tout le dossier à zéro. Et si c'était du côté des pères des 6 enfants de Natacha qu'il fallait chercher? L'un d'eux pourrait-il lui vouloir du mal? Ils passent en revue les profils de ces hommes et très vite, il en est un qui attire leur attention. Parmi les 4 ex-compagnons de Natacha Amaoui, 4 pères de ses enfants, il y en a un qui est particulièrement important dans sa vie. Il s'appelle Thomas Le Messier. Ils ont vécu une histoire d'amour qui a duré quand même, puisqu'ils ont été ensemble plusieurs années et ils ont eu un enfant ensemble, une petite fille. Et c'est en s'intéressant de plus près à ce Thomas Le Messier que les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Un ancien compagnon, âgé de 34 ans, dont la famille de Natacha se souvient très bien. Thomas Le Messier, il avait une très grande stature, un nez très fin, la peau blanche, une mâchoire très carrée, très large. C'est quelqu'un qui cultivait beaucoup les codes de la virilité et de la masculinité. C'est quelqu'un d'assez baraqué, musclé. Il fait de la boxe. C'est quelqu'un qui s'entretient, qui fait beaucoup de sport. Voilà, quelqu'un qui est en forme, quoi. En cherchant dans leurs fichiers, première découverte pour les enquêteurs. Thomas Le Messier, qui vit désormais à Annecy, en Haute-Savoie, n'est pas un inconnu de la justice. Il a été 2 fois condamné pour des violences sur Natacha, mais aussi sur une autre jeune femme avec qui il avait ensuite refait sa vie. Et ce dernier procès vient tout juste d'avoir lieu. Il a été condamné pour avoir violemment agressé son ex-compagne avec laquelle il était en couple depuis 2014-2015. 3 ans de prison ferme pour des violences conjugales, c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Ça veut dire qu'effectivement, ça a été un vrai passage à tabac. Le Messier a donc été condamné à de la prison ferme pour ces graves violences conjugales. Il est même en train de purger sa peine. Pour les enquêteurs, 4 mois après la disparition de Natacha, ce pourrait être enfin la bonne piste. Et c'est là, presque par hasard, que les gendarmes obtiennent une information inespérée. Elle provient d'une écoute téléphonique visant le co-détenu de Le Messier, un prisonnier qui dispose en toute illégalité d'un appareil portable. Ce codétenu va échanger au téléphone avec sa compagne et dire que Thomas Le Messier, avec lequel maintenant il partage sa cellule depuis plusieurs semaines, lui a avoué être impliqué dans un meurtre dans un patelin du Loiret. Thomas Le Messier aurait dit à ce codétenu que son ex-femme était morte et que c'est lui qui l'aurait tuée. Immédiatement, le codétenu de Thomas Le Messier est extrait de sa cellule pour être interrogé par la section de recherche. Non seulement il confirme point par point ses propos tenus au téléphone, mais il va encore plus loin. Alors, monsieur Thomas Le Messier va demander à son co-détenu, Samia Razoul, avocate des parties civiles, de lui trouver quelqu'un qui pourrait vider un garage où sont entreposés des effets personnels. Il a dû trouver pour Thomas Le Messier un brocanteur pour revendre des affaires dont Thomas Le Messier voulait se débarrasser très rapidement. Alors les gendarmes retrouvent ce brocanteur, il y avait diverses affaires, une moto, mais également une mallette à outils et une scie. Des outils et surtout une scie. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils ont en mémoire, en effet, les toutes premières constatations effectuées sur la scène de crime. Les gendarmes vont immédiatement faire le rapprochement entre ces outils dont Thomas Le Messier a manifestement voulu se débarrasser
et le fait que Natacha avait été retrouvée sous des branches qui avaient été très nettement sciées. Pour les gendarmes, les interrogations sont nombreuses. Il y a bien les confessions faites par le Messier et son co-détenu, et maintenant cet indice. Mais sans preuve matérielle supplémentaire, ils n'ont pas de quoi l'accuser formellement. Alors ils interrogent son entourage. Florence, la sœur de Natacha, a vécu quelques mois au domicile du couple. Une cohabitation avec Thomas, dont la jeune femme garde un étrange souvenir. Quelqu'un de très caractériel, assez coléreux. Faut écouter ce qu'il dit, sinon ça va pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionnée. Florence Amaoui, sœur de Natacha. Dans le sens où il rentre dans une pièce, c'est froid. C'est-à-dire on n'a pas envie de rire, voilà, c'est la froideur. Les gens qui l'ont fréquenté décrivent Thomas le Messier comme quelqu'un de très sûr de lui, quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un aussi de très méthodique, quelqu'un de très organisé. Un jeune homme au caractère à la fois insaisissable et bien trempé, ce qui n'a pas empêché Natacha de tomber follement amoureuse de Thomas. Il y a eu un coup de foudre sans doute réciproque entre les deux. Et effectivement, au départ, ça se passe très très bien. Il va y avoir très rapidement un premier enfant. Mais alors que tout semble leur sourire, un grand malheur s'abat sur ce couple. Ils vont ensuite avoir un deuxième enfant qui va mourir peu après sa naissance. C'est à partir de ce décès-là que leur relation va vraiment devenir difficile et compliquée. Après cette tragédie, Thomas change peu à peu de comportement. Une blessure qui se répercute sur le quotidien de la famille, en particulier sur les enfants de Natacha. Dès qu'on se faisait une bêtise, c'était vous remonter, c'était vous sortez pas pendant les 2 mois d'été. Thomas Bonavo, fils de Natacha. Des trucs de malade, hein, des trucs de l'armée. Ils étaient dans un cadre où ils n'avaient la place de rien. Les punitions étaient extrêmement difficiles. Accolés contre des coins pendant des heures entières. Après plusieurs années d'une relation chaotique, Natacha finit par quitter Thomas. Une séparation qui, d'après leur entourage, n'aurait fait qu'envenimer la situation. Les choses ont commencé à se compliquer lorsque Thomas le Messier a déménagé à Annecy, donc à 450 km de là. Virginie Selvetti, journaliste. Et là, à partir de là, il a demandé la garde exclusive de leur fille. Thomas le Messier va âprement disputer la garde de cette petite fille à son ex-compagne. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. Ça va se traduire par des procédures en justice pour obtenir la garde de cet enfant qui cristallise complètement, malgré elle, toutes les tensions au sein de ce couple. Pourtant, malgré la séparation, malgré les tensions, Natacha n'aurait pas totalement réussi à chasser Thomas de son esprit. Même Nicolas, son tout dernier compagnon, peut en témoigner. Moi, mon ressenti était qu'elle avait encore des sentiments pour Thomas, en fait. Voilà. Nicolas Bachelin, compagnon de Natacha. Donc elle avait des sentiments et ça se ressentait dans quelques mots. Ça me faisait des petites alertes que moi, dans ma tête, je disais, ouais, elle a encore quelque chose pour lui. Pour moi, elle est sous l'emprise. C'est l'amour de sa vie, ça. Pour moi, elle est toujours amoureuse de lui. Que si demain, il lui dit, bah viens, on réessaye ensemble, elle aura ses craintes, mais l'amour chez Natacha, c'est plus fort que tout. Pour preuve, elle aurait même conservé des liens étroits avec Thomas. C'est là que les enquêteurs vont faire une découverte qui pourrait tout faire basculer. Un élément qui va s'avérer capital pour la suite. En effet, certains proches de Natacha se souviennent d'un petit détail auquel, sur le moment, ils n'avaient pas prêté attention.
Le 7 juillet, le jour de la disparition de Natacha Amaoui, sa fille et sa belle-fille remarquent qu'elle a entre les mains un téléphone prépayé de marque K1 qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc je lui pose la question, qu'est-ce que c'est ? Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Et elle me dit que ce téléphone-là, c'est Thomas, le Messier, qui lui a donné pour être en contact avec sa fille. Natacha avait donc 2 téléphones portables. Un connu de tous, qui a disparu, et un autre qu'elle tenait de Thomas, prépayé celui-là, donc quasiment impossible à tracer. Les gendarmes n'en reviennent pas. Voilà peut-être le tournant de cette affaire. Ça, c'est effectivement un élément nouveau, puisque pour l'instant, on n'avait que le téléphone officiel de Natacha Amaoui, dont on savait qu'il l'avait arrêté d'émettre définitivement le 7 juillet en fin d'après-midi. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Cette déclaration, évidemment, elle est importante parce que les enquêteurs se disent si elle avait un téléphone prépayé juste avant la disparition, qu'est devenu ce téléphone ? Alors, où est passé ce mystérieux 2e téléphone ? Seule alternative pour le savoir, identifier un par un les appareils qui bornaient dans les parages en ce début juillet. Et certains d'entre eux les intéressent tout particulièrement. Il y avait dans le secteur de Montargis, sur la base des bornages des antennes relais, seulement 4 téléphones prépayés en activité. Mais ce qui les intrigue, c'est que sur ces téléphones, il n'y en a que 2 qui ont exactement les mêmes caractéristiques, à savoir que ce sont 2 téléphones prépayés qui n'ont fonctionné que 2 jours, le 6 et le 7 juillet. Or, ces 2 téléphones ont été achetés au même endroit, dans un bureau de tabac de Montargis, par la même personne. Mais par qui ? Les enquêteurs ont une hypothèse. Et si c'était le Messier qui avait acheté ces 2 téléphones, en aurait-il donné un à Natacha et gardé le 2e pour lui ? Lorsque les gendarmes vont analyser le bornage de ce second téléphone prépayé, ils vont s'apercevoir qu'il a été activé le 6 juillet 2018, juste après son achat à Montargis, qu'ensuite ce téléphone va borner non loin de l'école de la fille de Thomas le Messier, puis non loin du domicile des parents de Thomas le Messier dans Lyon. Pour les enquêteurs, plus d'ambiguïté possible. Thomas serait bien l'utilisateur du 2e appareil prépayé. Et ce n'est pas tout, car le lendemain 7 juillet, le jour de la disparition, Thomas aurait quitté le domicile de ses parents dans Lyon avec ce téléphone. Ce téléphone prépayé va se déplacer progressivement dans le Loiret et notamment aux environs de 17h, il va activer des antennes relais situées dans le secteur de la Selle en Hermois. La Selle en Hermois, dans le Loiret. C'est là, précisément, ce fameux 7 juillet, en fin d'après-midi, que la trace de Natacha s'est évanouie. Quant au trajet emprunté par Thomas, la gendarmerie continue de le reconstituer. Et là, ils vont s'apercevoir que Thomas le Messier a emprunté la 19, puisque son télépéage a activé aux environs de 16h50, d'abord dans un sens quand il arrive dans le Loiret, puis aux environs de 18h43 dans un autre sens quand il quitte le Loiret pour retourner dans Lyon. Une amplitude horaire qui pourrait correspondre au moment où Natacha a disparu. À partir de là, les questions se bousculent. Ces 2 téléphones prépayés se retrouvent propulsés au cœur de l'enquête. Que signifient ces bornages ? Et pourquoi ces appareils cessent-ils d'émettre à partir du 7 juillet, jour de la disparition de Natacha ? Le 25 mars 2019, 6 mois après la découverte du corps de Natacha, le Messier est extrait de sa cellule afin d'être placé en garde à vue. Objectif pour les gendarmes, savoir où il était et ce qu'il faisait ce 7 juillet 2018. Et voici sa réponse.
Il explique qu'il doit faire un passage à Montargis parce qu'il a oublié de déposer un dossier chez son avocat de Montargis, notamment pour faire une nouvelle demande de garde de sa fille. Et puis, entre-temps, il s'aperçoit qu'il a oublié son téléphone personnel. En fait, il dit qu'il l'a oublié chez ses parents. Donc, il fait un aller-retour. Il justifie donc ses passages au péage entre Lyon et le Loiret par l'oubli de son téléphone personnel chez ses parents. Et surtout, il avance un alibi pour la fin d'après-midi, à l'heure précise où Natacha s'est volatilisée. Il va expliquer qu'il a perdu... Pour le moins hésitant. Après tout, on n'a pas la preuve formelle que c'est bien Thomas Lemessier qui a acheté ces téléphones prépayés, puisque l'endroit où ces téléphones ont été achetés, eh bien, le buraliste n'arrive pas à reconnaître sur tapissage Thomas Lemessier. Les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Après 48 heures d'interrogatoire très serrés, leur suspect continue de tout nier en bloc. Il dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de ma fille, et je sais très bien que la mort de sa mère, ce serait une nouvelle terrible pour elle. Donc, je n'avais aucune raison de tuer Natacha Amaoui. » Les confessions de Lemessier à son co-détenu, les bornages téléphoniques et cet alibi qui ne tiendrait pas la route. Malgré ces éléments qui s'accumulent, les enquêteurs n'ont aucune preuve formelle qui permette de le confondre avec certitude. Quant au mobile, ils en sont réduits à imaginer une hypothèse. Le mobile qui pourrait apparaître, c'est finalement que Thomas Lemessier avait envie de régler définitivement la question de la garde de sa fille. En 2018, il peut avoir la crainte que la décision lui soit peut-être défavorable cette fois-ci. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. En raison de ses condamnations pour violence conjugale à l'égard de Natacha. Thomas voulait avoir la garde de sa fille, donc c'était compliqué. Et Natacha, en tant que maman, c'était impossible qu'elle ait pas sa fille. Donc forcément, il y a toujours des difficultés pour les enfants. C'est quelque chose de normal. Pour les gendarmes, en tout cas, c'est le mobile qui se dessinerait. Résultat, Thomas Lemessier est mis en examen pour assassinat et renvoyé en prison. Depuis sa cellule, le suspect continue de clamer haut et fort son innocence. Il va marteler finalement qu'il est le coupable idéal, parce qu'effectivement, il a déjà été condamné dans le passé pour violence conjugale. Moi, c'est mes antécédents judiciaires qui font que je suis là aujourd'hui, soupçonnée d'avoir tué Natacha, mais j'avais pas de raison de la tuer. Il clame son innocence et il dit d'ailleurs, il n'y a aucun élément, on n'a pas retrouvé de traces d'ADN dans ma camionnette. Lui, il dit, voilà, il n'y a aucun élément matériel. Pour l'accusation, en revanche, Thomas Lemessier aurait bien attiré Natacha dans un piège à Lasselles-en-Hermois afin de l'éliminer. Le suspect est finalement renvoyé devant la cour d'assises. Et l'issue de son procès s'annonce incertaine. Sera-t-il condamné ou acquitté? Faute de preuves indiscutables, tout se jouera sur l'intime conviction. L'entourage de Natacha Amaoui retient son souffle. Ce que j'attends, c'est la justice. J'attends qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui est parti, qu'on commémore la mémoire de ma grande sœur, qui s'appelle Natacha Amaoui. Harry Amaoui, frère de Natacha. Qu'elle était un maillon à part entière de cette famille et qu'on pointe du doigt la violence de cet homme. L'objectif du procès, c'est d'entendre que M. Thomas Lemessier est coupable de l'assassinat de Natacha Amaoui. Samia Razoul, avocate des parties civiles. Et que la mort de Natacha Amaoui ne reste pas impunie. Cour d'assises du Loiret, à Orléans, 18 février 2023. 4 ans après les faits, saura-t-on enfin la vérité sur la mort de Natacha Amaoui? L'accusé encourt la prison à perpétuité pour assassinat, mais tant de questions restent sans réponse. On ne sait pas de quoi Natacha Amaoui est morte ce 7 juillet 2018. Virginie Selvetti, journaliste.
Donc pour la défense, il n'y a pas de preuve d'assassinat, il n'y a pas de preuve matérielle concrète allant à l'encontre de Thomas Le Messier. Pour la défense, l'enjeu c'est de semer le doute, de dire que dans cette histoire, il n'y a aucune certitude absolue, et un niveau de doute tel qu'il ne peut y avoir qu'un acquittement. Un procès à qui tout double. Seul dans le box des accusés, Thomas Le Messier sait qu'il risque gros, mais il ne se laisse nullement impressionner. Thomas Le Messier, à l'audience, il est finalement assez détendu, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est quelqu'un de très volubile. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Il parle beaucoup, il répond point par point aux questions qu'on lui pose. Lui, il va toujours soutenir le fait qu'il n'avait pas rendez-vous avec Natacha Amaoui ce jour-là à la selle en Hermois, qu'il ne l'a pas tuée, qu'il n'avait aucune raison de la tuer, qu'il n'y a pas de mobile, qu'il n'y a aucun élément matériel contre lui. Face à la fragilité de l'accusation, Le Messier et son avocat enfoncent le clou. Pour eux, ce serait du côté de cette étrange lettre écrite par Natacha qu'il faudrait chercher. Souvenez-vous, celle où elle annonce tout quitter pour se rendre en Espagne. Cette lettre qui exprime un ras-le-bol, une lassitude et qui, d'après la défense, tente à prouver une dépression de la part de la mère de famille qui aurait pu la pousser à mettre fin à ses jours. Donc, ils imaginent un scénario où elle se serait rendue dans la forêt, se serait dévêtue, aurait absorbé des médicaments pour se suicider, et se serait recouvert de branchages avant de succomber. Tout ça paraît un peu rocambolesque, mais la défense dit qu'après tout, pourquoi pas, que ce serait plausible. Alors le doute profitera-t-il à Thomas Le Messier? Son avocat parviendra-t-il à arracher un acquittement faute de preuves? Après 7 jours d'audience, le couperet tombe. La cour d'assises a retenu la préméditation et donc a décidé de condamner à la perpétuité M. Thomas Le Messier. Assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est la peine maximum. Ça veut dire que les jurés n'ont pas retenu les arguments de la défense et qu'ils ont pris en compte la dangerosité du personnage avancé par l'accusation. L'accusé est reconnu coupable de l'assassinat de Natacha. C'est la peine la plus lourde prévue par la loi. Pour les parties civiles, un procès qui laissera pourtant un goût amer. On n'aurait pas attendu des excuses. Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Mais par contre, on aurait aimé avoir la vérité rien que pour les enfants. Juste pouvoir la laisser reposer en paix. Moi, ce procès m'a fait du bien. Et ça m'a permis de m'apaiser et ça m'a donné du factuel pour me dire oui, ces conclusions d'enquête, elles nous mènent à l'évidence. En fait, c'est encore un an de torture. Claudine Maurice, mère de Natacha. C'est-à-dire que on pense à autre chose, on essaie de vivre tout en ayant cette épée Damoclès au-dessus de la tête. On sait qu'à un moment donné, la date, elle va tomber. C'est pas grave. On recommencera, on y retournera et pour elle et pour la faire entendre encore une fois. Florence Amaoui, sœur de Natacha. Parce que jusqu'au bout, on est une famille, on est tous ensemble main dans la main et qu'on se bat les uns pour les autres. Ce nouveau procès permettra-t-il ou non de percer tous les secrets de cette affaire? Réponse dans